L'officier pousse la porte du garage. Il a fait ça des dizaines de fois. Inspecter un garage, vérifier une propriété, une routine. Il voit un grand bac en plastique au fond. Un bac de rangement ordinaire, le genre qu'on trouve dans n'importe quelle quincaillerie. Gris, fermé. Quelque chose cloche. Il soulève le couvercle. J'ai ouvert le grand bac en plastique. Ça sentait vraiment mauvais. Il était plein de serviettes ensanglantées et il y avait un corps dedans. À 2 mètres de ce garage, dans la maison. Sa fille lui préparait du café. Roseville, Michigan, quand la réalité dépasse la fiction. Même dans les pires scénarios, on n'aurait pas pensé à une telle histoire et pourtant, elle a réellement existé. 22 janvier 2020. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va vous laisser avec une question à laquelle vous n'aurez peut-être jamais de réponse satisfaisante. Pas la question de comment, pas la question de qui. La question du pourquoi. Du pourquoi une fille tue sa mère. Du pourquoi elle la range dans un bac. Du pourquoi elle continue à vivre, à dormir, à préparer du café pendant 2 mois avec ce secret à quelques mètres d'elle. Pour comprendre ça, il faut commencer par le début. Par un petit-fils qui avait une intuition et qui n'a pas lâché. Hey les amis, vous êtes sur Crimo. L'affaire que je vous présente aujourd'hui est l'une de celles qui a le plus choqué les États-Unis ces dernières années, non pas par sa complexité, mais par sa banalité apparente. Une maison ordinaire, une famille ordinaire, et un crime que tout le monde autour a mis 2 mois à voir parce qu'une fille avait tout fait pour que personne ne regarde. Patricia Bennett, 69 ans, grand-mère de plusieurs petits-enfants, résidente de Roseville, Michigan, une banlieue de Détroit d'environ 47 000 habitants. Patricia est une femme dont tout le monde dit la même chose. Elle appelle ses petits-enfants régulièrement, elle envoie des messages, elle s'inquiète, elle est présente. Son petit-fils, John, la décrit ainsi. « Ma grand-mère nous a élevés, elle a toujours été là, elle appelle toujours. Quand elle ne répond plus, c'est qu'il se passe quelque chose. » Patricia vit avec sa fille, Carol Ray, 50 ans, et sa petite-fille, Allison, 3 ans. Une maison multigénérationnelle, une situation courante dans cette banlieue de Détroit. Des finances partagées, une routine commune. Patricia reçoit une pension de retraite et des prestations sociales. Elle a un compte bancaire joint avec sa fille, elle paie les factures. C'est ce dernier détail qui va tout expliquer. Voici ce que l'officier a transmis à son supérieur par radio quelques secondes après avoir ouvert ce bac dans le garage. Je traduis. Il y a un corps. Ouais. On voit les jambes depuis le parking. Il faut obtenir le mandat de perquisition. Quelqu'un peut préparer ça maintenant? Ce n'est pas la découverte d'une scène de crime. C'est la confirmation d'un soupçon que le petit-fils de Patricia portait depuis 2 semaines. Un soupçon qu'une femme de 50 ans avait passé 2 mois à étouffer avec des mensonges superposés un après l'autre, comme des couches de peinture sur une fissure dans un mur. Patricia Bennett a été tuée en novembre 2019 par sa propre fille, Carol Ray. Son corps a été conservé dans un bac en plastique dans le garage familial pendant 2 mois. Pendant ce temps, Carol utilisait le téléphone et le compte Facebook de sa mère pour se faire passer pour elle, et elle continuait à prélever l'argent de la caution de Patricia sur leur compte commun. 20 000 $, c'est le montant estimé du détournement. C'est le motif. Il y a un élément dans cette affaire que je vais vous révéler dans environ 30 minutes, un élément qui ne vient pas de la scène de crime, ni des interrogatoires, mais de l'autopsie. Un détail médical qui va rendre la version de Carol totalement impossible. Un seul détail qui va faire s'effondrer en quelques secondes 2 mois de mensonges soigneusement construits. Je vous en parle dans la seconde moitié de cette vidéo. Restez avec moi. Bienvenue pour une nouvelle histoire horrible. Roseville,
Une banlieue à l'est de Détroit, dans le comté de Macomb. 47 000 habitants. Des rangées de maisons modestes, des pelouses soignées, des allées de béton. Une de ces communautés américaines où la vie se déroule doucement entre les courses au supermarché, les émissions du soir et les appels téléphoniques du dimanche. Ce n'est pas le genre d'endroit où on s'attend à ce que ce genre de choses arrive. La maison de Congress Street, où vivent Patricia, Carol et la petite Allison, est une maison ordinaire. Un rez-de-chaussée avec un garage attenant, des chambres au fond du couloir, un salon où Patricia dormait parfois sur le canapé. Et un garage. Un garage parfaitement ordinaire, avec un grand bac en plastique gris dans un coin. Patricia Bennett a 69 ans en 2020. Veuve depuis plusieurs années. Elle a plusieurs enfants adultes, dont Carol, qui est sa cadette. Elle vit avec Carol depuis un certain temps. Une décision pratique, économique, logique pour une femme âgée qui a des problèmes de santé. Patricia souffre de plusieurs pathologies chroniques. BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, ce que les anglophones appellent COPD. Elle a eu un AVC, elle a des problèmes cardiaques, elle dépend partiellement des autres pour ses déplacements et certains soins. Mais dans sa tête, elle est là. Elle appelle, elle texte. Elle maintient le lien avec ses petits-enfants, John en particulier, qui est le fils de Carol, son propre fils donc, une relation directe, chaleureuse, régulière. Financièrement, Patricia reçoit une pension de retraite et une aide sociale. Elle a un compte bancaire partagé avec Carol, une solution courante dans ces situations de vie commune, pour faciliter le paiement des factures et des dépenses du quotidien. C'est ce compte qui va devenir le centre de tout. Carol Ray, 50 ans, mère d'Allison, 3 ans, et de John, adulte, qui ne vit plus à la maison. Elle a un ex-mari, TJ, avec qui la relation est correcte. Ils coparentent leur fille commune, même si leur séparation a été difficile. Elle a un petit ami, Ricky, qui passe la majorité de ses nuits chez elle. Carol souffre de troubles bipolaires. Son ex-mari et son fils le disent tous les deux franchement et sans animosité. Quand Carol prend ses médicaments, elle est gérable. Quand elle n'en prend pas, les choses deviennent bizarres. Elle ment facilement, compulsivement parfois. Elle construit des histoires avec une fluidité déconcertante. Elle a un casier, des antécédents de fraude selon ce que John révèle aux policiers lors de son audition, des charges que Patricia avait décidé de ne pas poursuivre parce que c'était sa fille. Fin 2019, Carol a perdu son thérapeute et n'a plus accès à ses médicaments depuis plusieurs mois. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre la dynamique financière entre Patricia et Carol. Carol ne travaille pas, ses revenus sont inexistants ou très limités. Elle dépend de sa mère pour payer les factures de la maison. Le loyer, l'électricité, la nourriture, tout passe par le compte commun qu'elle partage, alimenté principalement par la pension et les prestations sociales de Patricia. John décrit la situation clairement. « Ma mère empruntait beaucoup d'argent à ma grand-mère et ne remboursait jamais. Il y a une voiture dans l'allée que ma grand-mère lui a achetée. Ma grand-mère a fini par la reprendre parce que ma mère ne payait pas l'assurance. » En novembre 2019, les deux femmes ont une dispute. Les détails exacts ne sont jamais entièrement clarifiés, mais la dispute tourne autour de l'argent. Des sommes importantes, des dettes, des réclamations. Et quelque chose, ce soir-là ou dans les jours qui suivent, dérape complètement. Avant de continuer, il faut s'arrêter sur quelque chose d'important que cette affaire illustre de façon saisissante. La violence financière envers les personnes âgées, ce qu'on appelle en anglais « elder financial abuse », est l'une des formes de maltraitance les plus répandues et les moins visibles. En France, comme aux États-Unis, les études estiment que plus d'un tiers des victimes de maltraitance financière sur personnes âgées sont victimisées par un membre de leur propre famille. Le mécanisme est souvent le même. Une personne âgée, dépendante économiquement ou physiquement d'un proche, partage ses ressources. Ce partage devient progressivement une prise de contrôle. L'accès au compte bancaire est utilisé d'abord pour les dépenses communes, puis de plus en plus pour les besoins personnels du proche, puis pour des montants qui n'ont plus rien à voir avec le quotidien. Dans l'affaire Patricia Bennett, les enquêteurs estiment que Carol a prélevé plus de 20 000 $ sur les comptes de sa mère.
pendant et après sa mort. Car après le meurtre, Carol a continué à se faire passer pour Patricia pour maintenir l'accès aux prestations sociales. Ce type de fraude, maintenir l'apparence de vie d'un proche décédé pour continuer à percevoir ses revenus, porte un nom en droit américain, benefits fraud, ou fraude aux prestations. Il s'agit d'une infraction fédérale grave, passible à de lourdes peines, indépendamment des charges de meurtre. En novembre 2019, Patricia Bennett disparaît du paysage de la famille. Carol dit à John, son propre fils, que Patricia est partie chez sa sœur pour quelques jours, que les deux femmes ont besoin d'espace, que Patricia est fatiguée du conflit financier avec John. John n'y croit pas. Sa grand-mère n'est pas de celles qui disparaissent. Elle appelle, elle texte, elle maintient le lien. Mais les semaines passent, et Carol continue d'envoyer des messages depuis le téléphone de Patricia. Des messages qui ne ressemblent pas à Patricia, qui n'utilisent pas ces mots, qui font des fautes d'orthographe que Patricia ne faisait jamais. John attend, il espère, il envoie des messages, il appelle. Et le 21 janvier 2020, 2 mois après la disparition de sa grand-mère, il craque. Il appelle la police. Les officiers du département de police de Roseville se présentent au domicile de Congress Street le soir du 21 janvier 2020. Carol leur ouvre la porte. Elle est calme, décontractée, légèrement irritée d'être dérangée. Est-ce que Patricia est là? Carol? Non, elle n'est pas là. Elle est chez sa sœur. Explication fournie spontanément, il y a un conflit entre Patricia et John à propos d'argent. John lui doit beaucoup. Patricia n'a pas envie de lui parler. Elle est partie pour quelques jours. L'explication tient. Elle est logique. Elle correspond à ce que John lui-même a décrit. Un conflit financier réel, documenté. Les officiers ne peuvent pas contredire une histoire aussi plausible avec 0 élément contraire. Ils repartent. Mais au même moment, et c'est le premier signal d'alarme, Patricia envoie un message à John depuis son téléphone. Un message qui dit « N'envoie plus de policiers chez moi, je ne suis pas là ». Ce message arrive 2 minutes après le départ des officiers. John fait remarquer à la police « Ce n'est pas comme ça que ma grand-mère écrit, ce ne sont pas ces mots ». Le lendemain matin, John appelle à nouveau. Il est plus insistant, il a reçu d'autres messages qui ne ressemblent pas à sa grand-mère. Il a vérifié. La sœur de Patricia n'a vu Patricia depuis 2015, 5 ans. Les officiers retournent à Congress Street. Cette fois, Carol leur présente sa petite fille Allison, 3 ans. Elle montre la chambre de Patricia, les vêtements sont là, les affaires personnelles sont là. Elle donne une nouvelle explication. Patricia est chez le médecin pour sa piqûre mensuelle de B12. Les officiers prennent note du médecin. Ils rappellent le cabinet médical. « Bonjour, je m'appelle Casey, service de cardiologie. » « Bonjour, ici l'officier Pelt, département de police de Roseville. J'appelle pour vérifier si une patiente, Patricia Bennett, est bien en consultation chez vous ce matin. » Non, elle n'est pas là. Son prochain rendez-vous est le 13 février. 2 mensonges en 2 visites en moins de 24 heures. John fournit aux officiers les captures d'écran de tous les messages reçus depuis le téléphone de Patricia, ses propres messages côte à côte avec les réponses. La différence de style est visible même pour un non-spécialiste. Ses textos à lui sont familiaux, directs, les réponses depuis le téléphone de Patricia sont formelles, froides, avec des formulations inhabituelles. TJ, l'ex-mari de Carol, apporte sa propre contribution lors d'une audition informelle. Elle connaît Carol depuis 20 ans. C'est la meilleure actrice du monde quand elle n'est pas sous traitement, et elle n'est plus sous traitement depuis des mois. Les officiers reviennent une 3e fois, cette fois avec le détective Gary Jerabek qui prend la main sur la situation. Carol change à nouveau de version. Maintenant, Patricia est au Weber Cancer Institute pour sa piqûre. Elle a été conduite par sa sœur. Problème, elle n'a pas le numéro de sa sœur, elle ne parle plus vraiment à sa sœur, et quand l'officier Pelt appelle le Weber Cancer Institute, Patricia n'y est pas non plus. Donc, 3 cabinets médicaux, 0 trace de Patricia. Ce que les caméras corporelles captent lors de cette 3e visite est remarquable.
Carol, jusque-là relativement assurée, commence à montrer des fissures. Quand le détective Jarabek m'y demande d'appeler Patricia sur l'emploi, en direct, devant eux, son ton change. Elle parle plus lentement, elle choisit ses mots avec une délibération visible. Un officier lui dit « On ne veut pas vous faire peur, on veut juste la voir en personne ». Carol répond « Elle vient de m'appeler, elle est en route ». L'officier dit « Très bien, alors on attend ». Elle n'arrivera jamais. À ce stade, les officiers et le détective Jarabek savent que Carol cache quelque chose. Ils en sont quasi certains, mais ils ne peuvent perquisitionner sans son consentement ou sans mandat judiciaire. Carol refuse de signer le formulaire de consentement. Elle dit « Je ne veux pas signer quoi que ce soit et avoir des ennuis ». Ici, voici quelque chose d'important à comprendre sur le droit américain en matière de perquisition, parce que ça va être le pivot de toute la suite. Le 4e amendement de la Constitution américaine protège les citoyens contre les fouilles et saisies déraisonnables. En pratique, cela signifie que la police ne peut pas fouiller un domicile privé sans une de ces 3 choses: un mandat de perquisition délivré par un juge, le consentement du propriétaire des lieux ou des exigences d'urgence, c'est-à-dire une situation où attendre un mandat mettrait des vies en danger. Dans l'affaire Carol Ray, les officiers sont dans une situation inconfortable. Ils ont de fortes suspicions, mais pas encore de preuves concrètes, pas assez pour convaincre un juge de délivrer un mandat en urgence, sauf s'il y a une autre personne dans la maison qui peut donner son consentement. Et cette personne existe, Ricky, le petit ami de Carol. Il vit dans cette maison, il occupe les espaces communs. En droit américain, un occupant régulier d'un espace partagé peut donner un consentement légal à la fouille de cet espace, même si l'autre occupant s'y oppose. C'est ce qu'on appelle le third party consent ou consentement par tiers. C'est cette règle juridique que les officiers vont utiliser pour entrer dans le garage. Ricky sort de la maison, les officiers s'approchent, il leur explique la situation, il leur demande s'ils consentent à ce qu'ils fouillent la propriété. Ricky dit oui sans hésiter, il ne sait pas ce qu'ils vont trouver. Personne ne sait encore, mais tout le monde a peur de le savoir. Il est environ 16h30 le 22 janvier 2020. Avec le consentement de Ricky, les officiers commencent la fouille systématique de la propriété. Ils vérifient le jardin, rien. Ils vérifient les voitures garées dans l'allée, rien d'inhabituel. Il reste le garage. Un officier s'avance. Il pousse la porte. Le garage est encombré, comme la plupart des garages de maisons ordinaires. Des boîtes, du matériel de jardinage, des vieilles affaires entassées, rien d'immédiatement visible. Et puis, dans un coin, un grand bac en plastique gris, fermé. L'officier s'approche. La proximité lui donne une information que les yeux ne donnent pas encore. Une odeur. « Hé, venez, il y a quelqu'un là-dedans. Je pense que c'est du sang. Attendez, il pourrait y avoir quelqu'un là-dedans. » L'officier soulève le couvercle. Il voit des serviettes imbibées de sang, disposées par-dessus un corps humain. Il referme immédiatement. Il recule d'un pas, il contacte son supérieur. J'ai ouvert le grand bac en plastique gris. Ça sent vraiment mauvais. C'est plein de serviettes ensanglantées. On voit un corps là-dedans. C'est à là où on en est. Un lieutenant arrive sur place. Un deuxième officier confirme. Le corps n'est pas sec. Il y a encore de l'humidité à l'intérieur du bac. Ce qui signifie, selon les premières estimations légistes, que Patricia Bennett n'a pas été tuée il y a des années. La mort remonte à quelques semaines, peut-être 2 mois. Ce qui correspond exactement à novembre 2019, le moment où Patricia a disparu, selon la version de Carol. Carol est toujours dans la maison. Les officiers entrent. « Carol, levez-vous. Mettez vos mains dans le dos. » Carol se lève. Elle est menottée. Un officier lui dit sobrement « Je pense que vous savez où on va. Je vous suggère de réfléchir à ce que vous allez nous dire. » Allison, 3 ans, est présente dans la pièce. Un officier reste avec elle pendant que les autres s'occupent de l'arrestation.
Allison est prise en charge par les services de protection de l'enfance dans les heures qui suivent. Ricky est également mis en garde à vue, non pas arrêté, mais retenu pour interrogatoire. Il vivait dans cette maison. Il dormait à quelques mètres de ce garage. Est-ce qu'il est possible qu'il n'ait vraiment rien su? Les voisins de Congress Street, interrogés dans les heures qui suivent, ne remarquent rien d'inhabituel pendant les 2 mois écoulés. Carol sortait, elle faisait les courses, elle amenait Allison jouer dehors, Ricky venait et repartait. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien senti. Le garage était fermé, le bac était fermé. Et Carol avait continué à vivre, à cuisiner, à regarder la télévision, à envoyer des messages depuis le téléphone de sa mère, comme si de rien n'était. Cette question, comment une personne peut-elle vivre normalement pendant des semaines avec un corps dans son garage, est l'une des questions les plus fréquemment posées dans les affaires de ce type. La réponse des psychologues forensiques n'est pas simple, mais elle converge vers quelques éléments clés. D'abord, la dissociation. L'esprit humain est capable de compartimenter des informations traumatisantes de façon très efficace. Certaines personnes, après un acte extrême commis dans un état émotionnel altéré, construisent une sorte de mur intérieur entre leur vie quotidienne et ce qu'elles ont fait. Ce mur n'est pas une amnésie, elles savent ce qu'elles ont fait, mais elles n'y pensent pas de façon continue. Ensuite, la motivation financière comme ancre. Carol avait une raison très concrète de maintenir l'illusion que Patricia était vivante, continuer à percevoir ses revenus. Cette motivation pratique, immédiate, a pu fonctionner comme un mécanisme de normalisation. Chaque prélèvement réussi, chaque message envoyé sans que personne ne pose de questions, renforçait l'illusion que ça tenait. Enfin, les troubles bipolaires non traités. Sans vouloir établir un lien de causalité directe, les périodes de décompensation bipolaire peuvent s'accompagner d'une altération du jugement moral et d'une capacité accrue à la manipulation. Ce n'est pas une excuse juridique, et le tribunal ne l'a pas retenue comme telle, mais c'est un contexte clinique à prendre en compte pour comprendre comment une telle situation a pu durer 2 mois. Carol Ray est à présent en cellule au commissariat de Roseville. Elle sait ce qui s'est passé. Elle sait ce que les officiers ont trouvé. Mais elle a encore une histoire à raconter, une dernière version, et elle va la raconter avec les pleurs aux yeux, les mains qui tremblent et une précision chronologique qui ne correspond pas du tout à ce que le rapport d'autopsie va révéler. Les détectives la font entrer en salle d'interrogatoire, quelques heures après son arrestation. Et c'est là que tout commence vraiment. Le détective entre dans la salle d'interrogatoire. Il commence doucement. Son objectif n'est pas encore la confession. Il cherche à comprendre la mécanique du crime, à identifier d'éventuels complices et à laisser Carol construire une version des faits qui pourra ensuite être démontée. Carol, plus on laisse tout ça s'accumuler sans que vous nous donniez votre version, plus ça va être difficile pour vous de vous expliquer. Je ne suis pas là pour vous piéger. Je suis là pour comprendre ce qui s'est passé. Carol commence à parler. Sa version. Cette nuit-là, entre 1h et 4h du matin, j'ai entendu un grand fracas, comme si quelqu'un brisait une vitre ou enfonçait la porte. J'ai couru dans le couloir avec mon arme. J'avais le doigt sur la détente. J'ai trébuché sur mon pied droit. Le coup est parti. J'ai entendu un gargouillis. J'ai crié « Maman ». Je l'ai attrapé et je l'ai tiré vers le sol. J'ai vu du sang qui sortait de sa bouche et j'ai paniqué. Regardez ce que les experts en psychologie de l'interrogatoire pointent dans cette scène. Quand une personne décrit un événement traumatisant dont elle est réellement victime involontaire, un accident, une erreur, elle présente généralement des signes très spécifiques, des trous dans la chronologie, des phrases inachevées, un effondrement émotionnel qui perturbe la narration. On ne peut pas pleurer et construire une timeline en même temps quand on est vraiment sous le choc. Carol, elle, pleure, mais entre les sanglots,
Elle construit une chronologie détaillée et cohérente. Elle place les événements dans un ordre précis. Elle utilise des détails tactiles et sensoriels, le gargouillis, le sang dans sa bouche, qui sonnent vrais isolément, mais qui, combinés à la fluidité du récit, sonnent préparés. Ce n'est pas forcément une preuve, mais c'est un signal que les détectives notent. Le lendemain, Carole est sortie de sa cellule et ramenée en salle d'interrogatoire. Cette fois, le détective a un objectif très précis. Il va confronter Carole à 2 questions auxquelles sa version ne peut pas répondre de façon convaincante. La première, comment une femme seule a pu déplacer le corps de sa mère jusqu'au garage? Patricia Bennett pesait environ 70 kilos. Le trajet entre le salon, où elle dormait selon Carole, et le garage, c'est toute la longueur de la maison, avec une femme inconsciente ou décédée, dans le noir, au milieu de la nuit, avec une petite fille de 3 ans endormie quelque part dans la maison. Le détective pose la question directement. Comment vous l'avez déplacée toute seule jusqu'au garage? Carole ne répond pas clairement. Elle dit « C'est lui qui était là pour son anniversaire ». Une allusion à Ricky, qui aurait été présent ce soir-là selon une version précédente. Le détective reprend « Est-ce que Ricky était là cette nuit-là » Carole se tait. Pendant presque 30 secondes selon la caméra d'interrogatoire. 30 secondes de silence total. Ce silence, cette hésitation, dit plusieurs choses simultanément. Soit Carole pèse l'impact d'impliquer Ricky, soit elle réalise que la question sur le déplacement du corps fragilise toute sa version, soit les deux. Et voici le moment que je vous avais annoncé, le détail de l'autopsie. Le détective pose une chemise sur la table. Il dit « Il y a une chose que je veux aborder avec vous, l'autopsie. Ils ont trouvé des entailles au couteau sur le col de votre mère. 3 perforations. Pas des cicatrices anciennes, de vraies blessures récentes. Comment se fait-il qu'elles sont là ?» Carole ne répond pas dans un premier temps. Elle cherche. Elle dit « Je ne sais pas, je ne comprends pas. Peut-être que c'est une erreur dans le rapport. » Le détective reprend « Carole, est-ce que vous avez voulu vous assurer qu'elle ne souffrait plus ?» Carole reste silencieuse. Carole ne répond pas dans un premier temps. Elle cherche. Elle dit « Je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait des points de suture ou quelque chose comme ça. » Le détective reprend 3 incisions au couteau, profondes, sur le cou, qui ne sont pas compatibles avec un coup de feu accidentel et que vous n'avez jamais mentionné. Voici l'implication directe de ce détail. Si Patricia est morte d'un coup de feu accidentel, comme Carole le prétend, il ne devrait pas y avoir de blessure au couteau sur son cou. Ces marques révèlent 2 choses. D'abord que le coup de feu n'a pas été fatal immédiatement, Patricia était encore vivante après le tir, et ensuite que quelqu'un a utilisé un objet pointu pour s'assurer qu'elle ne survivrait pas. Ce n'est pas un accident, c'est une intention. Carole ne peut pas expliquer ces marques. Elle essaie. Elle dit « Je ne sais pas, je ne comprends pas, peut-être que c'est une erreur dans le rapport. » Le détective dit calmement « Carole, est-ce que vous avez voulu vous assurer qu'elle ne souffrait plus ?» Absolument pas. Le détective dit « Est-ce que vous avez voulu vous assurer qu'elle était bien morte ?» Carole reste silencieuse. Pendant ce temps, dans une autre salle, Ricky est interrogé séparément. La différence de comportement entre Carole et Ricky est frappante.
Ricky répond à toutes les questions directement. Il ne cherche pas ses mots. Il donne des détails vérifiables. La thérapie de couple, l'infidélité de Carole, les périodes où il n'était pas à la maison. Les détectives essaient de le coincer. Ricky, on a un gros problème. Je pense que tu sais de quoi je parle. Ricky répond, je jure que je ne savais pas. Cette femme m'a retourné le cerveau. Je l'ai appris en tombant sur des trucs par hasard. Elle m'a trompé. On a essayé la thérapie. Je l'aime ou je l'aimais, mais je ne savais rien pour sa mère. Ce n'est pas la réponse d'un coupable qui essaie de se défausser. C'est la réponse d'un homme hébété qui découvre en direct l'étendue de ce dans lequel il a vécu sans le savoir. En l'espace de 5 minutes, les détectives passent de « Ricky est probablement complice » à « Ricky ne savait rien ». Il sera relâché sans charge le soir même. Cette affaire est un cas d'école pour comprendre la différence entre un menteur entraîné et quelqu'un qui dit la vérité sous pression. Carole, malgré ses troubles bipolaires, malgré sa réputation de menteuse compulsive, maîtrise son récit. Elle pleure au bon moment, elle utilise les bons mots, elle maintient une version cohérente pendant plusieurs heures. Les seules fissures apparaissent quand les preuves physiques, l'autopsie, la logistique du déplacement du corps rendent sa version mathématiquement impossible. Ricky, lui, ne maîtrise rien. Il ne sait pas si ce qu'il dit est bon ou mauvais pour lui. Il dit ce qu'il sait. Et paradoxalement, c'est cette absence de calcul qui convainc les détectives de son innocence. Récapitulons ce que le procureur du comté de Macomb, Eric Smith, a entre les mains. Première pièce, le corps de Patricia Bennett, découvert dans un bac en plastique dans le garage familial. Plaie balistique à la tête, entrée par l'avant, sortie par la nuque. 3 blessures au cou sur le cou. Cause de la mort, homicide. Deuxième pièce, la téléphonie et les réseaux sociaux. Les messages envoyés depuis le téléphone de Patricia après sa mort sont tous traçables à la maison de Congress Street, c'est-à-dire là où se trouvait Carole. Les publications Facebook sont similaires. Carole usurpait l'identité de sa mère morte depuis novembre 2019. Troisième pièce, les relevés bancaires. Plus de 20 000 $ de transactions sur le compte de Patricia après sa mort, des virements vers des comptes liés à Carole, des paiements de factures qui ne correspondent pas aux dépenses habituelles de Patricia. Quatrième pièce, les 3 versions de Carole lors des 3 visites policières. 3 médecins différents, 3 lieux différents, toutes démenties dans l'heure par les officiers qui ont appelé directement. Cinquième pièce, l'autopsie qui rend impossible la version du coup de feu accidentel. Les blessures à la pointe démontrent une intention de tuer ou de finir d'achever. Sixième pièce, le témoignage de John, de TJ et des autres membres de la famille qui confirment le schéma de manipulation financière sur plusieurs années et la brutale rupture de contact en novembre 2019. Cette affaire est l'une de celles où le mobile est à la fois le plus banal et le plus bouleversant. Il n'y a pas ici de colère explosive, de vengeance, de jalousie passionnelle. Il y a quelque chose de plus froid, de plus calculé dans son absurdité. Une femme qui dépendait financièrement de sa mère et qui, face à une dispute autour de l'argent, a franchi un seuil, puis un autre, puis encore. D'abord le coup de feu, présenté comme accidentel, mais que les blessures à la pointe réfutent. Ensuite, les blessures à la pointe, qui suggèrent une volonté de ne pas laisser la situation se terminer autrement que par la mort. Ensuite, le rangement du corps, délibéré, organisé, avec les serviettes pour contenir le sang. Ensuite, les 2 mois de mensonges, précis, adaptés, réactifs au questionnement. Ce n'est pas le portrait d'une femme qui a paniqué et qui a mal géré l'après. C'est le portrait d'une femme qui, à chaque étape, a fait un choix délibéré de ne pas se rendre, de ne pas appeler les secours, de continuer. Le 17 janvier 2020, le procureur Eric Smith inculpe Carole Ray de 3 chefs.
Meurtre au premier degré, passible de la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle selon le droit du Michigan. Usage d'une arme à feu lors d'un crime, une charge distincte qui entraîne automatiquement 2 ans de prison ferme à purger en plus de toute autre peine. Vol qualifié. Larceny of $20,000 or more pour les détournements des comptes bancaires de Patricia entre novembre 2019 et janvier 2020. Carol Ray est présentée au 39e tribunal de district du comté de Macomb. Elle est maintenue en détention sans possibilité de liberté sous caution. Son prochain rendez-vous judiciaire est fixé au 29 janvier 2020. Carol Ray n'a jamais prononcé de confession complète et formelle lors des interrogatoires. Sa version de l'accident a été maintenue bien que progressivement vidée de sa substance par les preuves physiques. Les charges retenues, notamment le meurtre au premier degré, impliquent que le procureur considère qu'il y a préméditation. La préméditation ne signifie pas forcément que Carol avait planifié le meurtre longtemps à l'avance. En droit du Michigan, un acte commis de manière délibérée et préméditée peut couvrir une décision prise en quelques secondes, du moment qu'elle est intentionnelle. Les marques de ponction qui démontrent qu'il y a eu une action supplémentaire après le coup de feu initial constituent l'élément central de cette qualification au premier degré. Ricky a été libéré sans charge dans les heures suivant son interrogatoire. Les éléments recueillis pendant son audition l'ont pleinement exonéré. Cette affaire pose des questions qui dépassent largement la culpabilité de Carol Ray. La première concerne le système de contrôle sur les comptes bancaires partagés entre parents âgés et enfants adultes. Patricia Bennett et Carol Ray partageaient un compte. C'est courant, c'est pratique, c'est aussi, dans certains cas, une vulnérabilité. Aux États-Unis et en France, les établissements bancaires sont de plus en plus formés pour détecter des signes de maltraitance financière envers les personnes âgées. Des transactions inhabituelles, des retraits en espèces répétés, des changements soudains dans les habitudes d'un compte longtemps stable. Mais ces mécanismes ont des limites, et quand la personne âgée est morte et que c'est la fille qui continue à gérer le compte, les signaux sont plus difficiles à lire. La deuxième question concerne les systèmes de vérification du bien-être des personnes âgées dépendantes. Patricia avait des problèmes de santé sérieux. Elle dépendait de Carol pour ses déplacements médicaux, ses médicaments, une partie de sa vie quotidienne. Quand elle a disparu, aucun professionnel de santé, aucun service social, aucun voisin n'a signalé son absence. Ce vide institutionnel, cette absence d'un système qui aurait détecté la disparition d'une femme âgée dépendante, est peut-être le vrai sujet de cette affaire. Ce qui me reste de cette affaire, c'est Allison, 3 ans, qui vivait dans cette maison, qui dormait à quelques mètres de ce garage. Est-ce qu'Allison savait ? Évidemment non, elle a 3 ans. Est-ce qu'elle a senti quelque chose d'anormal ? Peut-être. Les jeunes enfants perçoivent les tensions, les absences, les changements de comportement des adultes autour d'eux sans pouvoir les nommer. Qu'est-ce que cette petite fille porte aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on lui a dit ou ne lui a pas dit sur ce qui s'est passé dans cette maison où elle a grandi ? Ce sont des questions sans réponse publique. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mais je n'arrive pas à les écarter. Il faut aussi parler de John, ce petit-fils qui n'a pas lâché. 2 mois. Il a attendu, il a envoyé des messages, il a reçu des réponses qui ne ressemblaient pas à sa grand-mère. Il a fait les démarches lui-même, aller vérifier chez la sœur de Patricia, confronter les incohérences dans les messages. Et finalement, un soir, il a craqué et appelé la police. Si John n'avait pas insisté, si les officiers, après la première visite, s'étaient contentés de la version de Carol, Patricia Bennett aurait peut-être été retrouvée beaucoup plus tard, ou jamais. Le bac dans le garage n'était pas visible de l'extérieur. Les mensonges de Carol tenaient provisoirement. Et surtout, il a rapidement émis l'idée que sa grand-mère pourrait être décédée plutôt que simplement disparue. Même si cela est terrifiant, ça montre qu'il connaissait trop bien la malveillance de sa propre mère. C'est l'intuition d'un petit-fils qui a résolu cette affaire. Pas la technologie, pas une base de données, pas un algorithme. Un garçon qui connaissait la façon d'écrire de sa grand-mère et qui a dit « ce n'est pas elle ». Je ne peux pas répondre à la question que je posais au début.
Comment une fille dort dans une maison avec le corps de sa mère dans le garage pendant 2 mois? Comment elle prépare du café? Comment elle amène sa petite fille de 3 ans jouer dehors? Je ne sais pas. Je ne crois pas que la psychologie forensique y réponde entièrement. Je ne crois pas que le diagnostic de troubles bipolaires y réponde entièrement non plus. Il y a quelque chose dans l'affaire Carol Ray qui reste opaque. Pas le crime, ça les preuves l'établissent clairement, mais l'intérieur, ce qui se passait dans la tête d'une femme de 50 ans qui continuait d'envoyer des messages du téléphone de sa mère morte. Est-ce qu'elle croyait à sa propre version? Est-ce que dans un état de décompensation bipolaire non traité, elle avait construit une réalité parallèle dans laquelle tout ça avait vraiment été un accident? Je ne sais pas. Et je me méfie des gens qui prétendent savoir. Si cette analyse vous a aidé à comprendre une affaire que vous n'aviez peut-être jamais entendue avant, partagez cette vidéo. Mon travail sur cette chaîne, c'est de prendre des dossiers criminels documentés et de les rendre accessibles, de ne pas réduire les victimes à leurs circonstances de mort. Patricia Bennett avait 69 ans. Elle avait une vie, des habitudes, une façon d'écrire ces messages que son petit-fils reconnaissait entre mille. Elle méritait mieux que de finir dans un bac dans un garage de Roseville, Michigan. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Tous les 3-4 jours, une nouvelle affaire, documentée, analysée, racontée avec le respect qu'elle mérite. La prochaine affaire que je prépare commence elle aussi par une disparition qui ne ressemble pas à une disparition et qui l'a débouché sur une révélation que personne dans la famille n'avait anticipée. Je vous retrouve très bientôt. C'était Crimo.